dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'actualité et les derniers développements au sein de l'industrie des ETF, de la gestion passive, avec les équipes et le matériel fourni par les équipes de Yomoni à travers leur observatoire des ETF. Et c'est le directeur des investissements des Yomoni et chef économiste également qui est à mes côtés en plateau, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On s'était quitté à l'issue d'un mois d'avril 2025 qui montrait quand même une nette décélération de la collecte. Le mois de mai, en termes de collecte globale, permet de redresser un peu la barre, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, on est repassé à 27 milliards en fait, en termes de collecte sur le mois de mai en 2025. C'est un tout petit peu moins que les 27,7 milliards de 2024. J'ai regardé, mais il y a toujours un fléchissement en avril, souvent de manière un peu structurelle, tout à fait. Donc là, on est revenu donc à 27 milliards, ce qui est plutôt bien, parce qu'on se souvient que 2024, ça avait été une année record globalement. Et si on prend un peu de recul depuis le début de l'année, on est à 138 milliards, un peu plus de 138 milliards de collecte depuis le début de l'année, contre 80 milliards l'année dernière, qui est une année record. Donc on est en hausse de 70%. Et pour mémoire, l'année dernière, on avait fini grosso modo à 255 milliards d'euros de collecte. Donc on a encore une année 2025 très très en forme a priori et pas de souci majeur en termes de collecte. C'est toujours le temps de la gestion passive. Oui, non mais ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ça fait 15 ans que j'en parle, mais là, je crois qu'on est au moment où les choses se cristallisent. Mais cette comparaison sur un an, oui, ça montre la dynamique en cours, le momentum. Tout à fait, qui est toujours très très fort. Et moi, j'étais pas inquiet le mois dernier sur l'industrie ETF. Exactement. Sur les ETF en Europe. Alors c'est en Europe, parce que le marché français, c'est vraiment sur le marché européen d'une manière générale, mais le momentum est toujours très très fort. Bon, effectivement. Si on revient à la collecte du mois de mai, comment est-ce que ces 27 milliards se sont répartis en fonction des classes d'actifs? Toutes les classes d'actifs sont en collecte nette positive ce mois-ci. Alors les matières premières très faiblement, donc 180 millions d'euros globalement en termes de collecte. C'est surtout les actions qui ont évidemment, comme souvent, récolté le plus de collecte. On est à 18 milliards globalement, comme l'année dernière sur le mois de mai, 18 milliards de collecte et 8 milliards sur le côté obligataire. Donc on fait 1 milliard de plus que 2024, mais on avait eu 2 mois un peu plus difficiles en termes de collecte obligataire, et donc là un bon mois de mai en termes de collecte aussi sur l'obligataire. Si on regarde un peu rapidement sur les matières premières, parce qu'on sait que sur les ETF c'est pas forcément par ce moyen-là que les investisseurs. C'est pas le support privilégié pour s'exposer aux matières premières. Et on voit donc globalement 180 millions de collecte. On a surtout sur les métaux précieux, donc 150 millions sur l'argent, 30 sur l'or seulement. Donc c'est vraiment toujours très très faible. C'est pas par ce biais-là que les investisseurs s'exposent sur l'or. Et le pétrole en légère décollecte avec 34 millions sur le mois de mai globalement. Si on regarde ce qui a plus collecté sur les actions, on revient un peu, j'ai envie de dire, un retour à la normale, puisque ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus de collecte sur les grosses capitalisations américaines et qu'on avait de la décollecte. Là, on revient sur quelque chose dont on a plus l'habitude, donc toujours des grosses collectes sur les grosses capitalisations mondiales, ça n'a jamais arrêté. Les grosses capitalisations américaines reviennent également, et on reste aussi très très fort sur les grosses capitalisations européennes. Donc c'est un retour des grosses capitalisations américaines. C'est ça. Toujours large cap. D'accord. On a aussi les large cap japonaises et les marchés émergents aussi qui ont bien collecté. Mais on a un retour, parce que ça fait plusieurs mois qu'on avait de la décollecte sur les actions américaines. Là, on a un retour en deuxième position, ce qu'on voit classiquement sur de la collecte sur les actions américaines sur le mois de mai. Le rebond du marché en termes de performance s'est porté aussi sur les flux ETF, globalement sur les grosses capitalisations américaines. Est-ce qu'il y a des poches d'actions qui ont décollecté? Bien sûr, il y en a toujours. Alors, si on reste sur les actions américaines, hormis les grosses capitalisations, donc les moyennes et les petites capitalisations ont continué de décollecter globalement aux États-Unis. On a les actions chinoises qui ont décollecté, aussi également les actions allemandes, certainement une prise de bénéfices puisqu'on avait quand même un bon parcours depuis le début de l'année boursier, et des grosses capitalisations britanniques aussi qui ont été en décollecte sur le marché actions globalement sur les ETF. Qu'est-ce qu'on peut dire de la répartition dans la sphère obligataire, crédit des flux du mois de mai? Je trouve que c'est assez intéressant. Donc on a de la collecte au niveau obligations d'entreprises européennes, à la fois sur l'investment grade et le high yield. Ça globalement, donc c'est vraiment un flux de collecte. Sur le côté, alors je trouve ça assez intéressant parce que lorsqu'on regarde vraiment les ETF couverts en CHF, on a vu comme un mouvement. Donc on aurait pu demander à vos précédents. On avait un banquier suisse. Oui. Donc ça peut être un mouvement sur des banques suisses relativement importantes, notamment en banque privée peut-être sur des flux. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des souscriptions sur le global aggregate
couvert en CHF, donc c'est vraiment mixte, souverain et obligations, avec une sortie par contre des obligations d'entreprise couvertes en CHF. Donc on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu moins de risques pris sur les émissions couvertes en CHF, donc par les clients spécifiquement plutôt suisses a priori. Et sinon, donc obligations d'entreprise européennes à la fois IG, high yield en souscription. Ouais. Sur le souverain, ce qui est intéressant, c'est que ce soit américain ou en zone euro, c'est vraiment que du court terme. On a l'impression que le risque... On touche pas aux parties longues, quoi. On se méfie des parties longues. Et en rachat, d'ailleurs, on a vu tout ce qui était souverain monde et souverain américain long. On a vu plutôt des rachats, donc une volonté plutôt d'attendre peut-être un petit peu, de voir ce qui va se passer sur les taux longs. Et donc vraiment, le souverain, c'est vraiment la partie courte, y compris en zone euro, sur lesquelles potentiellement on pourrait être un peu moins inquiet, mais y compris en zone euro et aux États-Unis, et plutôt sur la partie longue de la décollecte sur le souverain pur via les ETF. Le thème ESG, alors qui englobe et actions et obligations, c'est ça quand on regarde ça à travers les ETF. Le thème ESG a enfin affiché un mois positif de collecte positif. On a eu plusieurs mois de décollecte nette globalement, à la fois sur les actions et les obligations, mais vraiment de la décollecte nette. Et là, on revient sur de la collecte positive, j'ai envie de dire enfin, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on voyait. Série de 3 mois de décollecte, c'est rare pour ce thème ESG, j'ai l'impression. Exactement. Donc là, on est revenu sur de la collecte qui est relativement faible toujours. Alors côté obligation, on est à 24%, donc c'est supérieur à la part de marché, donc globalement ça reste soutenu. Par contre côté action, 8% des flux en termes de collecte nette ont été uniquement sur le ESG, donc c'est très très faible puisqu'on est globalement en part de marché aux alentours de 18-19%, donc on a globalement bien baissé depuis l'année dernière, et donc on reste relativement faible côté collecte ESG sur les actions, et c'est revenu par contre sur le côté obligataire. On le verra tout à l'heure, mais les émetteurs d'ETF continuent d'insister avec le thème ESG. Passe-moi-ci. Donc c'est le deuxième mois depuis le début de l'année. On n'a pas d'émission de flux spécifiquement ESG. Parlons des émetteurs. Effectivement, qu'est-ce qui a bougé ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans le classement, à commencer par la collecte. Alors BlackRock, toujours en tête. Le stock et le flux font que BlackRock est numéro 1 sur tous les créneaux. Exactement. Donc BlackRock est numéro 1, donc à la fois sur les flux totaux et également sur le ESG, ce qui est moins souvent le cas, parce que souvent les autres émetteurs arrivent à se différencier à travers la brique ESG. Mais vraiment là, BlackRock est premier sur les deux globalement. Amundi deuxième en termes de collecte, suivi par Vanguard. DWS du coup fait une nouvelle fois un mois plutôt mitigé, en 5e position en termes de collecte, alors qu'ils avaient fait une année 2024 record eux aussi, et que c'est quand même en termes d'AUM relativement gros. C'est UBS qui fait un bon mois en se plaçant 4e, donc derrière Amundi et Vanguard, globalement derrière le podium. Voilà globalement ce qu'on peut retenir en termes de part de marché. Amundi arrive à maintenir sa place, BlackRock aussi, mais de manière un peu plus faible. Ce qu'on observe globalement sur les tendances, c'est que les très gros émetteurs ont des parts de marché très importantes, mais ont du mal à conserver le même flux en termes de collecte. C'est-à-dire que quand on est BlackRock et qu'on a une part de marché aussi importante, c'est compliqué d'avoir toujours un terme de flux de se maintenir. Bien sûr. Et Amundi, là, ce mois-ci, arrive à bien se maintenir et fait du coup un très très bon mois en termes de collecte. En termes de nouveaux produits, qu'est-ce qui a marqué le mois de mai en termes de lancement d'ETF pour vous, Olivier? Alors on a une vingtaine d'ETF, donc c'est un mois relativement sérieux en termes de nouvelles émissions. 15 ETF actions globalement, 2 ETF obligataires, 3 ETF monétaires, ou en tout cas très très court terme, ce qui est relativement rare, c'est pour ça que je le précise. Aucune émission d'ETF avec des contraintes spécifiques en ESG, ce qui là aussi est rare, ça nous est arrivé déjà une fois, mais en général, malgré les baisses de volume qu'on voit depuis un certain temps, c'est pas que cette année, on le voit depuis 2022 en fait essentiellement, les émetteurs continuaient, et là on a un deuxième mois où il n'y a pas d'émission vraiment spécifique sur l'ESG. Intéressant aussi sur les ETF actions, donc sur les 15 ETF actions qui sont arrivés, on en a 5 qui sont des ETF actifs, donc on parle souvent des ETF actifs. Vous savez que c'est pas forcément des ETF que je porte spécifiquement dans mon cœur et qu'on porte spécifiquement dans notre cœur globalement. Mais notamment, il y en a 5, 3 de DWS, donc avec américains, européens et mondiaux, et 2 de Goldman Sachs, donc monde et Europe. Donc ça, c'est la chose un petit peu intéressante. En termes de thématiques, 2 nouvelles émissions sur la défence. Ça, c'est important aussi parce que c'est un thème qui a été porteur depuis moins de ESG, un peu plus de défense. Oui, un peu plus de souveraineté. Le sens de l'histoire.
En tout cas, donc BNP et Globalix ont sorti leur ETF thématique globalement sur la défense et la défense européenne. Donc on voit globalement que la thématique défense intéresse et aussi se diversifie du coup en termes d'émetteurs. Et puis je le disais, trois ETF monétaires globalement avec une version du coup américaine à chaque fois sur les indices quotidiens, donc au jour le jour, hein, donc sur l'Ester en Europe et puis sur le Sonia du coup en Royaume-Uni. Donc voilà les trois émissions du coup. Le cours reste encore une partie de la courbe intéressante visiblement à ce stade. Oui, même si les marchés ont rebondi, on pense que les émetteurs se disent potentiellement il y a quand même du risque et il y a quand même de la nervosité et c'est vrai que c'est pas forcément bonne position d'attente quoi. Oui, et c'est pas forcément sur le monétaire où on s'attend à avoir des flux globalement sur les ETF. Hein. Il y a beaucoup de fonds monétaires qui du coup il y a moins de gestion active, donc il y a moins de risques en termes de sous-performance ainsi de suite. Mais les ETF aussi du coup enrichissent les gammes et se tiennent prêts en cas de retournement de marché qu'on attend, qu'on va suivre. On verra. On verra. Justement, venons-en à votre positionnement. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai et qu'est-ce que vous avez bougé ou non dans les allocations et les positionnements que vous proposez à vos clients? On a fait peu de modifications, peu de changements. On était plutôt défensif sur les profils diversifiés. Donc à chaque fois, je donne un équivalent 50-50 sur du long terme. On est à 45 en actions, 55 en obligations, ça depuis le mois d'avril. On n'a pas changé malgré le rebond. En fait, on est content de voir le rebond action, mais on se dit quand même que globalement la situation reste compliquée et que on a l'impression que le 10% va devenir le plancher en termes de droits de douane et ça, le marché action a l'air de l'avoir complètement effacé. Il reste quand même une grosse aussi incertitude, donc on pense qu'il faut rester prudent, même si globalement l'économie continue à bien se porter et on a plutôt des bonnes nouvelles. On reste quand même globalement prudent, donc on n'a pas trop bougé de positionnement. On est surpondéré sur les actions européennes et on reste surpondéré. On a une part importante en equally weighted sur la partie américaine, donc les actions technologiques ont bien rebondi, mais on préfère rester pour l'instant toujours plus diversifié. On se dit en cas de tempête, c'est toujours quelque chose de bien. On a travaillé un petit peu plus par contre sur la partie obligataire, où on est globalement sur du global aggregate, donc à la fois souverain et entreprise. Et on a bougé un petit peu cette partie-là pour mettre un petit peu d'obligations d'entreprise européennes pour essayer de diminuer un petit peu le risque de volatilité lié aux souverains, notamment américains. Mais on reste, on surveille, mais on bouge pas trop parce que je pense qu'il faut rester aussi. Il y a plus d'erreurs à faire en fait que à trop bouger en ce moment sur des marchés très politiques en fait, beaucoup plus que vraiment macro en ce moment. Donc voilà. Le taco trade. Merci beaucoup Olivier Maltès, directeur des investissements d'Iomoni, avec nous chaque mois pour cet observatoire ETF et les développements et l'actualité de l'industrie ETF.